Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres du journal. À la une ce soir, consternation depuis l'annonce de la tuerie de Bamenda. Société civile et hommes politiques condamnent la fusillade d'hier dimanche de 10 personnes à Natio par des séparatistes. Le 19h50 analyse le rideau sécuritaire dans cette partie du pays et revient sur ces actions du gouvernement depuis le début de la crise, dont les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dont la chronique politique. 2 personnes ont trouvé la mort ce lundi au quartier Bonabéry à Douala. Un conducteur de mototaxi et son passager, suite à un contrôle routier qui a mal tourné, se sont retrouvés sous un camion. Et dans l'actualité également, ils ont vécu dans des conditions difficiles en terre tunisienne. Des migrants de l'Afrique subsaharienne ont été torturés, abandonnés par les autorités locales. Ils ont reçu le secours des Libyens. Voilà pour les titres. À Douala, 2 personnes perdent la vie dans un accident de la circulation. L'accident s'est produit ce matin à Bonabéry, au lieu dit Grand Hangar. Selon les premiers témoignages recueillis par nos reporters, une voiture personnelle qui tentait de fuir le contrôle routier est à l'origine de ce grave accident. Les précisions dans ce reportage de Cyril Kwakam, Antonia Guimadi et Stéphane Binac. Une tête complètement ouverte, ce conducteur de moto trouve la mort dans un accident de la route survenu aux environs de 10 heures, au lieu dit Grand Hangar à Bonabéry. Il y a un motoman qui sortait de marché Grand Hangar avec son passager enceinte. Qui sont arrivés là-bas, les gens de soi-disant ministère des Transports qui faisaient le contrôle, on ne sait pas s'ils sont le qui. Ils sont arrivés là-bas, ils ont interpellé un véhicule. En interpellant un véhicule, le monsieur a fui, ils ont jeté la S. En fuyant, il a cogné un bensikiner. Le bensikiner est tombé sur le sens opposé. Il y a un camion qui sortait vers le rail, vers la gare routière. Il est monté sur la femme enceinte avec le bensikiner. Ils étaient morts sur place. Un accident qui a bloqué la circulation pendant plusieurs heures. Il a fallu l'intervention de la police pour contenir les populations en furie. Le motoman, ils sont fâchés, les camarades sont morts sur place. Donc ça, tout le monde était fâché, même les gens du marché, tout le monde à Bonabéry, ils étaient fâchés. S'ils étaient encore là, peut-être ils voulaient voir le mort encore grave parce qu'ils ont fui. Le corps du conducteur de moto ainsi que celui du passager, dont une femme, ont été transportés à la morgue de l'hôpital du district de Bonassama. Et la situation sécuritaire du Cameroun depuis ce matin à la loupe des gouverneurs des régions. Ils sont réunis à Yaoundé à la faveur de leur toute première réunion semestrielle. Les travaux présidés par le ministre de l'administration territoriale visent à relever les défis liés au trafic de drogue en milieu scolaire et à la criminalité. Delphine Fonkotene et Serge Alazebo. La criminalité, l'insécurité dans les taxis, entre autres fléaux qui ont fait parler d'eux au Cameroun pendant les 6 derniers mois. La traque des auteurs ne s'est pas fait attendre. Plusieurs délinquants tombés dans les filets des forces de sécurité. Je tiens à dire ici tout haut que les caméras invisibles de la police et de la gendarmerie sont aux trousses des bandits de grand chemin, des terroristes, des assassins, des braqueurs et des vendeurs de drogue. Les filets de la police et de la gendarmerie sont tellement vastes que les malfaiteurs n'ont pas et n'auront jamais le moindre espace pour se cacher. Dans les établissements scolaires, le trafic des stupéfiants et la consommation des drogues se sont installés en grand maître dans les salles de classe. Le patron de la préfectorale et les gouverneurs des 10 régions montent la garde contre ces actes. Ces actes qui perturbent gravement la scolarité de nos jeunes compatriotes et mettent en mal leur projet d'épanouissement à l'école de la République méritent d'être taclés avec rigueur, détermination et efficacité. Dès lors, mesdames et messieurs, il est de notre devoir de rassurer les populations sur les capacités des pouvoirs publics à garantir leur sécurité, sécuriser leurs biens et protéger nos enfants en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances.
Ces travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs pour l'année 2023 seront meublés par des exposés du délégué général à la Sûreté nationale, des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires. À Bamenda, les populations à nouveau plongées dans la panique. Les tueries enregistrées hier soir là-bas ont jeté comme un froid dans cette ville. Le gouverneur du Nord-Ouest à Yaoundé, depuis ce matin, fait le point de la situation dans cet élément de Delphine Fonkotene et Serge Alain Zébou. Des heures après ces attaques macabres, survenues près d'un débit de boisson de Nacho Junction, dans le 2e arrondissement de Bamenda, le gouverneur du Nord-Ouest fait le point. Nous avons cependant été les témoins hier d'une scène macabre sur la place de Bamenda, où des terroristes armés ont exécuté sommairement une dizaine de citoyens, dont 8 sont décédés sur place, 2 à l'hôpital, alors qu'en même temps, on a enregistré 2 autres blessés, dont un est grave. Depuis lors, à Bamenda et dans la région du Nord-Ouest tout entière, on vit la peur dans le ventre. C'est la psychose générale. Au niveau des forces de sécurité, tout est mis en œuvre pour un retour à la normale là-bas. Le chef de l'État a instruit que les auteurs de cet acte macabre soient retrouvés et sanctionnés conformément aux lois et règlements de la République. Nous avons bien évidemment lancé un appel au calme aux populations qui doivent continuer à faire confiance aux autorités, aux forces qui sont engagées dans un processus de pacification qui a déjà produit de bons résultats. La situation reste donc sous contrôle. Ces nouvelles tueries viennent rallonger la longue liste de compatriotes arrachés brutalement à la vie dans le cadre de la crise qui perdure depuis 5 ans déjà dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Et le gouvernement se prononce officiellement sur la tuerie survenue hier soir à Bamenda, faisant 10 morts et 2 blessés dans un communiqué de la division de la communication du ministère de la Défense rendu public. Cet après-midi, on apprend qu'une enquête a été ouverte par les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour faire toute la lumière et préciser les contours de cette attaque terroriste que rien ni aucune cause ne saurait justifier. Cette enquête, mentionne le communiqué, fera l'objet d'un traitement légal et rigoureux. Le ministère de la Défense transmet par ailleurs les condoléances du chef de l'État, chef des forces armées, aux familles des victimes de cette ignoble attaque, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Et le drame survenu dans la ville de Bamenda a créé une onde de choc sur l'ensemble du territoire national. À Bafoussam, les habitants rencontrés par nos correspondants Walter Bertrand et Dimitri Kuaté vivent difficilement cette nouvelle attaque des séparatistes. Regardez. Carnage dans la région du nord-ouest du Cameroun. Une nouvelle attaque a eu lieu ce dimanche 16 juin 2023 et a coûté la vie de façon atroce à 9 personnes civiles. Ce crime odieux, véritable acte barbare, a plongé les populations de l'Ouest, région voisine, dans la consternation, le deuil. Une triste nouvelle qui vient une fois de plus meurtrit nos cœurs. Vous savez que ces événements montrent les atrocités nul pareil des êtres humains qui sont devenus suffisamment cruels contre leur vis-à-vis. Et nous pensons qu'il est grand temps que les gens se ressaisissent. Et rien ne vaut la vie. Oui, mais nous avons appris non sans consternation la mort encore de beaucoup de Camerounais qui sont tombés dans le nord-ouest, alors qu'on croyait qu'il y avait une accalmie. Ça ne laisse personne indifférent. Nous pleurons ces morts parce que ce sont nos frères. Et s'il y avait quelque chose, on solliciterait qu'on mette un terme à cela, que de voir chaque jour des Camerounais qui périssent. Nous avons affaire là à un acte de gangstérisme, de banditisme pur. C'est du terrorisme tel que l'avait dit le chef de l'État. Et il n'y a aucune raison qui puisse expliquer que des gens prétendant lutter pour la liberté tuent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. La première des libertés, c'est accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec vous, mais vous laisser convaincre. On n'impose pas la liberté aux gens. Bafoussam et ses environs portent encore le deuil au même titre que les déplacés internes. Et la tuerie de Bamenda vient remettre à la une de l'actualité les horreurs de la crise qui sévit depuis 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest,
entre les assurances du gouvernement de ce que la situation sécuritaire est sous contrôle et les exactions inopinées des sécessionnistes qui se poursuivent. La classe politique est divisée. Les défenseurs des droits de l'homme, quant à eux, somment l'État de dire quelle est la réalité sur le terrain et reconsidérer l'option du dialogue pour un vrai consensus. Janice Kamga et Constant Kamga. Une nouvelle fois, Bamenda s'habille en noir après la mort d'une dizaine de ses habitants tués par des individus non encore identifiés. Passé les condamnations et les messages de compassion à la suite d'un énième attentat, la société civile voit en cette tuerie les métastases d'un cancer bien plus profond qu'on ne laisse paraître. Contrairement à une pensée qu'on diffuse, qu'on irrigue l'opinion avec, il n'y a pas d'accalmie fondamentale. Donc je m'attends à ce qu'à tout moment, que ce soit à Bamenda ou à Boya ou dans toute autre localité des régions du nord au sud-ouest, qu'on arrive à des scènes aussi crapuleuses. Les défenseurs des droits de l'homme évoquent une accalmie de façade, un état des lieux qui cache en réalité des zones de non-contrôle véritable par l'armée. Les lundis et mardis, par exemple, on rappelle à l'armée camerounaise, vous n'avez pas le contrôle parce que nous, on dit qu'on ferme ici. Ça n'est pas en renforçant l'effectif non militaire qu'on va résoudre le problème, parce que la question est dans la société anglophone, qui elle-même n'a pas encore dit de manière définitive non à la guerre. Il convoque la responsabilité de l'État, garant de la protection des citoyens, mais qui pourtant semble ne pas prendre la pleine mesure de la situation, mais également tourne le dos aux multiples recommandations issues de la plateforme d'organismes coalisés pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qui fait des propositions destinées à arrêter cette valse sanglante. Cette tuerie pratiquement de masse démontre que la sécurité qui est inventée par le gouvernement n'est pas revenue dans les régions anglophones. Pour contrôler, il faut effectivement adresser la question de manière directe avec ceux qu'on refuse d'accepter comme étant des belligérants. Certaines figures politiques y voient plutôt une avancée, la volonté de l'armée et de la population de ne pas céder à la peur et au chantage des terroristes. Les forces de défense et de sécurité ratissent les zones anciennement occupées par les forces séparatistes, mais c'est surtout dû également aux populations qui reprennent à vivre dans, n'est-ce pas, les villages, dans les villes. En tout cas, les experts citent le dialogue inclusif comme principal, voire seul rempart contre l'escalade des violences, la dissuasion et la répression selon eux ayant montré leurs limites. Retourner à la table des négociations, c'est l'avis d'un expert sur les questions de géostratégie pour espérer un retour à la paix dans les régions anglophones, mais davantage que le gouvernement évite des solutions cosmétiques. Lille Piedou et Calvin Tekam. Bamenda traverse une zone de turbulence meurtrière ces dernières heures. Des hommes armés non identifiés ont transformé Nancho Junction en boucherie humaine. Pas moins de 10 personnes tuées et des blessés graves. Il n'y a rien de pire qu'une crise qui s'enquiste, une crise qui s'enlise, qui s'installe dans la longue durée parce qu'elle a le potentiel de devenir une plaie purulente au cœur de la nation, de la démembrer et de la démobiliser. C'est pour cela qu'il faut immédiatement trouver une solution définitive, une fois pour toutes, à cette crise du Nozo. Ce regain de violence, selon les experts, nécessite un traitement définitif, c'est-à-dire un retour immédiat à la table des négociations. Sur la base du dialogue national qui s'est établi, il devrait y avoir un bilan annuel des grandes conclusions de ce qui a pu être mis en place, de ce qui n'a pas marché, mais sur la base de ça, réarticuler des propositions concrètes dans le domaine d'abord de redonner à l'État une forme de légitimité aux yeux des communautés et de transformer ces mêmes communautés en tenant précisément compte de leurs griefs. L'idée qu'il y a une écoute et que des réponses appropriées sont apportées, qui ne sont pas des réponses cosmétiques. L'incendie au domicile du défunt Tchermani John Frondi et cette barbarie humaine de Nancho Junction ces derniers jours dans le nord-ouest interpellent une fois de plus les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités afin d'éviter une forme d'habituation à cette anormalité qui endeuille des milliers de familles chaque jour.
Et au bout de cette page consacrée à l'escalade de la violence à Bamenda le week-end dernier, une question qui refait apparition. A-t-on épuisé les voies de résolution durable de la crise dite anglophone? Question que nous repercutons à Rodrigue Tonguet. Bonsoir Rodrigue, nous vous recevons dans notre studio de Yaoundé et vous énumérez d'abord les cases cochées jusqu'ici. Bonsoir Alain Gizankanga, on est en effet contraint d'aller chercher au confluent du graphisme, des mathématiques et donc de l'informatique les ressources pour évaluer ce qui a été fait pour mettre fin à la crise et son cortège de violence depuis les premières occurrences en 2016. On aura coché la case répression avec les arrestations, les procès, les jugements sévères et donc l'intimidation des séparatistes qui succédaient eux-mêmes à l'étape de l'arrogance et du déni de certaines autorités à Yaoundé. On a ensuite coché la case de la sensibilisation à travers l'élite locale, les groupes sociaux, les partis politiques, le recours même à la communauté internationale. Dans cette même case, l'on retrouve la création d'un comité de DDR et un plan de reconstruction logé au service du Premier ministre. Et puis la grande case, sans doute, le grand dialogue national qui a débouché sur la reconnaissance d'un statut spécial aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, statut acté dans le code de la décentralisation promulgué dans la foulée de ces assises tenues à Yaoundé en 2019, Alain Gizankanga. Alors Rodrigue, aurait-on épuisé tous les recours possibles de cette crise? Selon vous, si oui, pourquoi ne s'arrête-t-elle pas? Loin s'en faut, Alain Gislain, il y a encore des cases à cocher. Les sécurocrates diront volontiers que Yaoundé s'est refusé de transformer le nord-ouest et le sud-ouest en zone de guerre, comme elle a fait en son temps à l'extrême nord, au plus fort de la menace Boko Haram. Faire une vraie guerre contre les séparatistes serait ouvrir la voie peut-être à de tueries de civils innocents plus graves que les bavures observées, aiment rappeler ceux qui sont plus modérés et contre la sale guerre. Et c'est donc sans doute l'option choisie par le plus haut commandement militaire au Cameroun. Suivez mon regard. Un maintien de l'ordre renforcé, mais pas la guerre contre ses propres ressortissants. Une case à supprimer simplement. Donc, Alain Gizankanga, entre les deux feux, il y a la case d'un dialogue intégral avec toutes les tendances politiques, sans exclusive, qui revêt le débat franc et sans que le pouvoir n'impose un agenda de départ ou un ordre du jour précis. Ne pas exclure, par exemple, d'emblée tout débat sur la forme de l'État. Nous ne disons pas que la forme de l'État est une solution magique, mais le débat sur cette question et bien d'autres peut avoir un effet catalyseur pour la fin des hostilités, avec d'autres faits comme un véritable statut accordé aux deux régions touchées, au-delà des dispositions légales et l'accélération du transfert des ressources vers les collectivités décentralisées. L'opinion publique pourrait faire bloc derrière l'idée de contrer les sécessionnistes et ainsi les esseler au front. Et des mots simples pour réussir. En des mots simples, c'est faire la lutte contre le séparatisme une cause pour tous que plaideraient tous les Camerounais et les anglophones en premier. La case dialogue complémentaire, franc, sincère, suivi d'effets directs et mesurables devrait être absolument remplie dans les conditions actuelles. Merci Rodrigue Tonguet pour ces informations. Et à votre suite, il faut également ajouter qu'il est difficile de cocher la case insalubrité dans la ville de Douala. Eh bien, ces dernières semaines, la ville est sujette à une inondation de déchets. Les ordures ménagères sont présentes à tous les coins de rue. Une situation qui commence à exaspérer les populations de la métropole économique. Le reportage d'Aroum Nazira et Henri Tinda. La poubelle, c'est la poubelle, c'est la poubelle. On doit la sang. La ville de Douala s'est transformée en une décharge géante. Les ordures ont élu domicile en bordure des routes. Sur le trottoir ou le terre-plein, elles font la loi. À chaque coin des rues, il est difficile de ne pas trouver un dépôt de déchets à l'odeur nauséabonde. Les vendeurs à la sauvette qui côtoient au quotidien ces détritus sont exaspérés par la situation.
Quand nos enfants marchent là, tu vois l'enfant tombe dans la boue. L'enfant est mal à l'aise. Tu restes derrière, l'enfant vient te trouver derrière comme ça que l'enfant est trempé de boue. Parce que la saleté est partout. De partout là, tu passes, il y a le bac aujourd'hui partout versé, on ne ramasse pas. Nous, les gens qui vendent en bordure de route à côté de la poubelle, tout le temps, il y a les odeurs. Ça fait même une semaine, parfois même 2 semaines. Dernièrement, ça fait 2 semaines. Ils ne sont pas venus enlever. Vivre avec ces déchets à longueur des journées n'est pas sans conséquences sur la santé des populations. J'ai une sœur qui travaille, c'est une femme enceinte. Elle est malade à cause de la poubelle, les mauvaises odeurs, le rhume, c'est comme ça. On n'arrive même pas à manger ici là. Tu es enrhumé, la toux, la grippe, à cause de la poubelle. Pour essayer de remédier à ce problème, certains vendeurs utilisent des techniques pour rendre un peu vivable leur cohabitation avec ces ordures. Nous-mêmes parfois, quand ça déborde, nous on prend la pelle, on ramble, on recule ça, là où on peut s'asseoir. Doc Passy Marché, Carrefour Nelson Mandela et Marché Madagascar sont les zones les plus insalubres de l'arrondissement de Douala 3e. Les bacs à ordures recouverts de montagnes d'immondices ne sont plus visibles. À suivre dans le 19h50, nous irons à Kribi où le ministre du Commerce a réceptionné un conteneur de résine importé de Tunisie. Conteneur qui a accosté au port autonome de Kribi un système d'adduction d'eau potable réhabilité en Gaoundéré par la Camwater. Plus de 70 bornes fontaines sont déjà opérationnelles. Et on parlera de ces migrants de l'Afrique subsaharienne secourus par les Libyens après avoir été torturés et chassés par les Tunisiens. La question de l'emploi des personnes handicapées préoccupe au Cameroun. Elles sont encore nombreuses qui, bien qu'ayant du potentiel, peinent à trouver une place dans une structure étatique ou privée. Le pays apportant un cadre juridique censé promouvoir et protéger cette couche vulnérable. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas sur le terrain. On voit cela avec Karel Mezatachoya et Samuel Ebakissé. Les données chiffrées témoignent de la réalité du problème. Tenez par exemple, des experts nationaux, après étude, estiment la prévalence du handicap à 5,4% de la population totale, dont 7,3% dans la région du centre et 3,7% à Yaoundé. Sur cet effectif, le taux de chômage se situe à plus de 80%. Les entreprises et autres structures émettent des réticences côté recrutement. Vous voyez, ce n'est pas évident. On dit, est-ce que cette personne-là peut travailler? Est-ce qu'elle a les potentialités? Est-ce qu'il se pose mille et une questions? Alors que ce sont des personnes comme tout le monde. Des personnes tout le temps ou presque victimes de marginalisation, injustice sociale, déficit d'accès aux services sociaux de base, entre autres. Le pays a pourtant un cadre juridique censé les protéger. Il faut donc implémenter un ensemble d'actions qui positionneraient les personnes handicapées comme de véritables acteurs de ce développement inclusif. L'un des aspects sur lesquels reposent les réflexions ouvertes ce 17 juillet à Yaoundé. Le but escompté. Travailler pendant quelques heures et à la fin sortir un mémorandum qui va nous aider à choisir des pistes qui vont nous faciliter des orientations à prendre pour que les personnes handicapées trouvent justement leur place dans la société. La rencontre se veut participative et inclusive. Une trentaine de participants y prennent part. Et c'est le symbole de l'effectivité au Cameroun du démantèlement tarifaire des droits de douane pour les importations en provenance des pays africains. Un conteneur de résine importée de Tunisie a accosté il y a quelques jours au port de Kribi. Il a été réceptionné officiellement ce lundi par le ministre du Commerce. C'est ainsi la phase pilote des ELECAF qui se met en branle. Le point avec Michael Tepio. C'est un conteneur de résine importé de Tunisie avec une réduction de 30% des droits de douane. Il constitue la première cargaison de la phase pilote de l'implémentation de la zone de libre-échange intercontinentale africaine au Cameroun. Il est accueilli officiellement au port de Kribi par le ministre du Commerce. Vous savez, la zone de libre-échange continentale africaine, le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, personne n'y croit. On se dit c'est encore un autre rêve. Puis les États signent, les États ratifient. On s'engage dans un processus. Les semaines passent, les mois passent. Rien ne semble se faire. Et là, nous y sommes.
les pays africains échangent entre eux. C'est l'aboutissement d'un travail coordonné par le sous-comité ad hoc chargé de faciliter la mise en œuvre de l'initiative sur le commerce guidé de la ZLECAf. La réussite de cette opération, mesdames et messieurs, fait la fierté des acteurs du commerce international et devrait par la même occasion encourager les chargeurs africains, mais surtout camerounais, d'en faire autant pour leur marché. En plus du propriétaire de cette cargaison qui salue l'initiative, 2 autres importateurs camerounais sont déjà identifiés pour bénéficier des avantages de la ZLECAf. Informé qu'il y avait une procédure ZLECAf qui était dans sa phase pilote au port. Et une fois nous avons saisi l'occasion, on a introduit un courrier à la CNCC pour l'accompagnement. Nous avons vraiment bénéficié de ce démantèlement de la ZLECAf. S'agissant du volet export, 281 entreprises ont été recensées parmi lesquelles 83 déjà consultées. La cérémonie s'est achevée par la visite de l'antenne de Kribi du Conseil national des chargeurs du Cameroun, structure publique abritant le sous-comité ad hoc chargé de faciliter la mise en œuvre de l'initiative ZLECAf au Cameroun. Et face aux nombreuses plaintes des populations, le Conseil national de la communication sort de son silence. L'instance a annoncé des actions de répression fortes au cours d'une conférence de presse en présence des différents acteurs de ce secteur. Le compte rendu de Titi Freeman et Stéphane Binac. Télédistributeurs et câbleaux opérateurs sensibilisés sur le piratage des images et ses dangers par le Conseil national de la communication ce 14 juillet à Douala. Nous sommes venus pour essayer de comprendre et de donner des orientations et des directives aussi parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de dérives dans ce secteur et nous voulons que les gens, les uns et les autres, se conforment aux lois de la République. L'organe de régulation du secteur audiovisuel au Cameroun monte au créneau contre les adeptes de cette pratique et annonce des mesures de répression. Nous avons tiré le sonnet d'alarme et nous sommes conscients, ceux qui diffusent les contenus qui ne sont pas acceptables dans le cadre de notre pays savent déjà ce qui les attend s'ils continuent à le diffuser. Et nous sommes en train de monitorer de près. Une veille médiatique destinée à assainir l'univers audiovisuel camerounais. Cap à présent à la Damawa où la Camwater suscite un projet vieux de 5 ans de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans la ville de Ngaoundéré. Ce matin, plus de 70 grandes fontaines sont entrées en service et des réseaux et terminaux de traitement et de stockage visités. Le nouveau projet de la Camwater, lourd de 7 milliards de francs CFA, vise à démocratiser l'eau potable au Cameroun, nous révèle Eric Nguélé qui a capté les premières gorgées dans cet élément. De l'eau potable, incolore, inodore et sans saveur. Aux portes des populations de Ngaoundéré, à partir de 70 bornes fontaines, comme celle-ci, située au quartier Bideng. Je dis merci et qui dit merci en demande davantage. Nous allons nous engager dans le processus pour que ça aille de mieux en mieux. Il y aura d'abord une phase intérimaire de gratuité pour habituer les uns et les autres à cette modalité de solidarité nationale autour de l'eau potable. Rendu au quartier Malan, c'est plus de 600 âmes qui vont désormais quitter forage et puis pour l'eau du robinet à domicile. Maloumé de ceux-là qui font un saut qualitatif. De maladies, aller puiser de l'eau dehors et dans le machin là tout. Maintenant, on a trouvé la pompe à la maison. Voici la consistance des travaux de Camwater. Le directeur général de la Cameroun Water Utilities débloque ainsi un projet qui patinait sur place depuis 5 ans. Alors les réflexions vont se poursuivre de manière paritaire pour que l'eau potable puisse être entre guillemets vendue, mais pas vraiment, avec une petite contribution des populations. Ngaoundéré est la ville pilote de la composante C du projet de réhabilitation, d'extension et de renforcement des systèmes d'adduction d'eau menés dans plusieurs villes camerounaises. Plus besoin de trafiquer les compteurs ou voler de l'eau. Blaise Moussa dit lancer par là
La démocratisation de l'eau potable au Cameroun veut cher au président Paul Biya. Intéressons-nous à présent à la fin de la vacance à la chefferie de premier degré du canton Akwa. Lui, Dindika Akwa, a été officiellement installé en ses fonctions par le préfet du département du Vouri. Benjamin Mboutou recommande le rassemblement au regard de nombreuses contestations enregistrées lors de ce processus de désignation. Lille Piediou et Marus Kosso. C'est un décor des grands jours à l'esplanade de la salle des fêtes d'Akwa à Douala le week-end dernier. Devant les autorités administratives, traditionnelles et religieuses et les populations des 20 villages du canton Akwa, le préfet du département du Vouri lève la main du tout nouveau chef supérieur de premier degré du canton Akwa. Lui, Dindika Akwa, est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, au grand bonheur des fils et filles Bonambela. Œuvrer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait entente entre toutes les filles et tous les fils de Bonambela. Je pense qu'il saura faire ce qu'il y a à faire pour ramener tout le monde dans la pirogue. Ce rituel d'intronisation du monarque vient stopper ce vent de contestation enregistré au cours du processus de désignation du chef traditionnel de ce canton, appuyé par un arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, validant la désignation de ce garant de la tradition. D'où cette mission première de rassemblement confiée au chef par Benjamin Mboutou. J'invite donc instamment les quelques frondeurs, évidemment quelques malheureux prétendants au trône des Bonambela, à revenir à la raison. Les saisines des tribunaux, à quelque niveau que ce soit, n'y changeront rien. Les Bonambela ont désormais leur chef supérieur. Il leur revient de lui accorder le respect dû à son rang. Lui, Dindika Akwa, médecin de formation, prend les rênes d'un canton orphelin depuis 2020 après le décès de son père, Charles David Din Akwa III. C'est parti pour une nouvelle vie chez les Bonambela. Du sport à présent, l'Union camerounaise des clubs amateurs de football s'est réunie en assemblée générale extraordinaire ce lundi à Yaoundé. Au menu, l'examen profond des problèmes que rencontrent les plus de 400 clubs en région et qui émaillent le bon déroulement du championnat. Les précisions dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudier, Solange Daoussa et Bertrand Tessé. Les clubs amateurs de football du Cameroun ont mal à leur fonctionnement, fragilisés par plusieurs problèmes d'ordre administratif. Le plus récurrent, l'accès des joueurs aux cartes nationales d'identité qui induit à la difficulté d'obtention des licences. L'ouverture des comptes bancaires pour les clubs est également l'une des problématiques cruciales. Je voudrais ici solliciter les clubs amateurs que nous sommes. Nous étions ce matin près de 300 présidents. Dès l'ouverture des comptes, d'affilier leurs équipes au futsal. Le chronogramme du championnat arrêté par la Fédération camerounaise de football constitue aussi un problème pour les clubs, surtout ceux de la zone septentrionale. La réflexion a été longue pour les près de 400 clubs amateurs réunis en assemblée générale extraordinaire ce 17 juillet à Yaoundé. Pas moins de 4 heures d'horloge pour décortiquer un par un les problèmes rencontrés par chaque club dans sa région. Tenant compte des résolutions de la dernière AG tenue à Douala, des avancées notables sont tout de même enregistrées. Nous demandons à la fédération de faire encore plus les efforts. Même le problème de licence antenne est fini. Aujourd'hui, aucun joueur qui est sur double identité peut jouer au football Cameroun. Ça veut dire que c'est un départ. Maintenant, la fédération a recommandé les machines. Les machines ne peuvent pas travailler le même jour. Ils ont en train de mettre tout en place. Et la fédération travaille avec. Les résolutions envisagées en rapport avec les problèmes soulevés seront transmises à la Fédération camerounaise de football pour des clubs amateurs plus épanouis. À l'étranger, à la suite des affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien, le 3 juillet dernier, des centaines de migrants africains torturés, chassés du pays. Ils ont été secourus par des gardes frontières libyens après avoir été abandonnés par les autorités tunisiennes dans des conditions difficiles. Et au Sénégal, ambiance surchauffée depuis le week-end dernier après l'interdiction du meeting d'investiture la présidentielle de l'opposant Ousmane Sonko. Lille Piediou, Calvin Tekam, Escalmande.
Un migrant d'Afrique subsaharienne affirme avoir été battu et essuyé des coups de feu de la part des gardes frontières tunisiens. La police tunisienne m'a attrapé avec ma femme. Ils ont demandé les papiers. On a montré les papiers. On nous a ramassés pour mettre dans un camion. Je leur demande, vous nous amenez où? Ils disent qu'ils viennent nous jeter en Libye. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour venir en Tunisie et en Libye? Ils disent que non, on n'a pas besoin de vous. Et ici en Tunisie. Des gardes frontières libyens ont secouru des dizaines de migrants subsahariens déposés, selon eux, par les autorités tunisiennes dans une zone désertique à la frontière entre les deux pays et laissés sans eau, nourriture ou abri. Des présidents africains participent à la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et l'Organisation des mécanismes régionaux à Nairobi, au Kenya. Il s'agit pour chaque grand ensemble économique du continent de faire un état des lieux et d'évoquer l'intégration régionale. Un sommet où il sera aussi question des conflits et crises qui affectent le continent. Des concerts de casseroles ont eu lieu le week-end dernier à Dakar, après l'appel de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à protester bruyamment contre l'interdiction de son meeting d'investiture à la présidentielle de 2024. Vous savez, nous, on est des patriotes. Et dans ce pays, je crois que notre seul leader, c'est le président Ousmane Sonko. Tout ce qu'il nous dit de faire ceci, on le fera. Justement, non seulement pour lui faire plaisir, mais aussi pour nous faire plaisir. Plusieurs milliers de personnes se réunissent à Bangui, capitale de la Centrafrique, autour du président Touadéra pour le lancement de la campagne référendaire sur le projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au chef de l'État de briguer un 3e mandat. En tant que Centrafricaine, c'est la fête démocratie qui a commencé. Parce que notre constitution ne reflète pas la réalité centrafricaine. Président Aboubi et Et c'est ici que s'achève ce journal. Ne bougez surtout pas. Dès 21h30, des reines de beauté partagent leur expérience avec vous dans Intime Conviction. Aline Faumété s'entretient avec elle sous le thème « Sois belle et tais-toi ». Moi, je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.